Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. L'animal ne demande pas qu'on l'aime et qu'on lui fiche la paix, disait Théodore Monod. Ainsi démarre le livre de mon invité, qui est un homme engagé depuis des années dans le monde des ONG, de la lutte contre le braconnage en Afrique à la cause animale dans son ensemble. Il est aussi le cofondateur de Darwin à Bordeaux et de la coopérative La Suite du Monde d'après, des expériences d'utopie concrète et de résilience des territoires. Il vit à La Réunion aujourd'hui et travaille au sein de l'ONG Globis pour la conservation des cétacés. Il signe son 2e livre aux éditions Rue de l'Échiquier qui s'appelle Carnage pour en finir avec l'anthropocentrisme. Nous allons parler évidemment engagement, cause animale et aussi solutions. Jean-Marc Gancy, je suis absolument ravie de t'accueillir dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques chiffres. Chaque année, tu dis, ce sont des chiffres, 70 milliards d'animaux marins produits par l'aquaculture et 70 milliards d'animaux terrestres élevés pour l'alimentation humaine. Déjà, quand on commence par ces chiffres, ça paraît juste vertigineux. Oui, c'est vertigineux et c'est qu'une toute petite partie du carnage, puisque ça exclut tous les animaux sauvages qu'on braque par les feux gigantesques qui ont lieu un peu partout sur la planète, qui sont pris dans les filets, qui sont victimes de l'industrialisation du monde, de l'extension des villes, de nos infrastructures de transport, de l'agriculture productiviste un peu partout. Donc effectivement, ce carnage, il est vertigineux. J'emploie parfois le terme de supraliminaire. C'est une notion que Günther Anders avait mise à jour et qui définit l'incapacité du cerveau humain à saisir l'ampleur d'un phénomène. Bon, on est vraiment face à ça. On a des ordres de grandeur là qu'on ne peut pas tout simplement conceptualiser, réaliser, saisir dans notre chair. Et c'est ce qui tient un peu d'ailleurs le phénomène à distance. C'est tellement fou qu'à la limite, on ne mesure pas à quel point c'est dangereux pour nous-mêmes. J'aimerais bien qu'on définisse ce terme de l'anthropocentrisme qu'on connaissait assez mal. Moi, j'ai pas souvenir quand on était plus jeune, il y a une vingtaine d'années qu'on employait ce terme et qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Oui, mais c'est la culture dans laquelle on baigne depuis longtemps, depuis la révolution scientifique, depuis les Lumières. L'idée que l'homme soit finalement supérieur ou en tout cas au centre de tout, anthropocentrisme. L'homme qui, par ses capacités spécifiques, se sent légitime à soumettre le reste du vivant et singulièrement les animaux à ses désirs exclusifs. Voilà, l'idée c'est toujours ramener tout à soi et c'est une façon qu'ont les humains malheureusement d'agir aujourd'hui quand on voit la façon dont on a mis en coupe réglée cette planète pour satisfaire de besoins qui sont pas toujours essentiels d'ailleurs, c'est tout le problème. Eh bien, ça illustre bien ce qu'est cette notion-là. Absolument. Dans ton parcours, comment est-ce que tu as été sensibilisée à la cause animale et d'où vient cette prise de conscience ? Et tu dis, nous tuons ces êtres sensibles par dizaines de milliards, pour revenir encore sur un chiffre. C'est très difficile de savoir, en ce qui me concerne, à quand remonte cette prise de conscience. Elle a été progressive, elle s'est, je crois, accélérée lorsque j'étais à Darwin, lorsque nous montions notamment nos restaurants, puisqu'il y en a plusieurs aujourd'hui dans l'écosystème, dont la vocation était de fournir une alimentation saine, équilibrée, la moins impactante possible sur l'environnement. Et je crois que, à la faveur de ces discussions avec un certain nombre de professionnels, d'experts, à la faveur d'un certain nombre de lectures, j'ai pu mesurer que notre principal impact n'était pas lié ni au bio, ni au local, mais à la nature de ce que nous mangeons, et notamment aux protéines carnées, qu'elles soient issues de la mer ou de l'élevage, intensif comme extensif d'ailleurs, et que d'un strict point de vue carbone, pour le coup, puisqu'à l'époque j'étais très carbonocentré, je me disais que là c'était déjà une pure folie, compte tenu des ravages que provoquaient l'élevage et la pêche sur cette planète. Et puis ensuite, de fil en
aiguille, à la faveur aussi de certaines rencontres décisives, notamment avec les équipes de Sea Shepherd, Paul Watson, j'ai vraiment pris conscience aussi de la problématique éthique que soulevaient ces questions-là, et je me suis résolument engagé à faire mon possible pour que ça cesse, ou en tout cas que on épargne les derniers restes de vie sauvage. Oui, ce cher Paul Watson qui est aussi le préfacier de ton livre Carnage. Alors quand on pense à être végétarien ou végane, il y a un peu deux grandes causes et qui parfois sont liées, parfois ne le sont pas. Tu l'as dit. Ça peut être pour l'écologie, et deux, par rapport à la sensibilité vis-à-vis de l'animal. Et tu disais hors antenne que les gens ne font pas toujours le lien finalement entre les deux. Oui, on a tendance à invisibiliser la cruauté et la souffrance que génèrent nos modes alimentaires. Alors, je me consacre pas uniquement à cette question alimentaire dans le bouquin, mais elle prend beaucoup de place malgré tout dans nos vies quotidiennes. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas savoir véritablement tout ce qui est en amont de notre assiette. Comment se déroule une campagne de pêche, ce que ça suppose en termes de capture, ce que ça rejette dans les océans d'animaux qui sont des prises dites accidentelles, et du côté de l'élevage, on n'a pas non plus conscience que la déforestation, par exemple, est intimement liée à la consommation de viande, puisque finalement, on crée des monocultures de soja là où il y avait des forêts vierges, ou en tout cas qui n'avaient pas une vocation de production, et qui sont remplacées par des milliers d'hectares de soja qui ne sont pas destinés à l'alimentation des véganes, comme certains voudraient le faire croire, mais qui sont principalement produites pour les animaux qui eux-mêmes nous alimenteront derrière, avec une perte énergétique qui est phénoménale, puisque 77% des terres aujourd'hui sont accaparées par l'élevage, des terres qui pourraient servir à autre chose, je parle des terres agricoles, pour seulement 18% des calories dont nous avons besoin. Donc c'est une perte d'énergie phénoménale. On pourrait directement aller à la source, à des végétaux qui sont tout aussi savoureux, en évitant la case souffrance, qui est devenue absolument abominable, dont on prend progressivement conscience, notamment avec des acteurs comme L214 qui ont largement contribué à cette cause. Et je crois que c'est quelque chose qu'on regarde maintenant avec de plus en plus d'effroi, parce qu'effectivement, rien ne peut justifier cette somme incommensurable de souffrance qu'on inflige à des êtres, ce qu'on dit sentients, donc, aujourd'hui, c'est le terme, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des émotions, de la sensibilité, qu'ils ont leur propre intelligence, et surtout, qu'ils ont tout autant que nous le droit de vivre sur cette planète. Au nom de quoi les soumettons-nous, alors même que leur consommation n'est absolument plus vitale à une immense majorité des humains de cette planète. Et on reviendra bien entendu sur ce sujet longuement. Pour poursuivre sur l'aspect de la végétalisation de notre alimentation, tu dis que c'est vraiment une question de survie pour Homo sapiens aujourd'hui. Quels sont les enjeux ? On le voit, crise écologique, crise éthique, on en a parlé là, mais surtout aussi crise sanitaire, on est en plein dedans. Faut se rappeler que la cause des causes de cette crise sanitaire, c'est pas simplement, on va dire, cette démographie humaine qui est aujourd'hui de plus en plus problématique et qui favorise par les moyens de transport rapides la diffusion des virus. Si on remonte à la cause, c'est de se rappeler que c'est parce que on a ravagé les écosystèmes qu'on s'est mis en proximité avec des animaux sauvages, dont soit on a consommé la chair, soit on a favorisé la prolifération des pathologies, enfin des pathogènes, vers des élevages intensifs qui ont accéléré également les mutations des dits virus et qui les ont transmis aux humains. Donc quelque part, si j'ose dire, le péché originel, j'aime pas trop ce mot-là, mais le problématique initial, c'est notre appétit pour la viande. Et donc aujourd'hui, on en est littéralement malade. Voilà. Et ça menace notre survie parce que on voit bien l'ampleur de ces problèmes-là, mais au-delà de ça, pour sans cesse s'alimenter avec ces protéines carnées, on ravage toujours plus la planète, on vide les océans, on détruit des écosystèmes qui nous sont absolument indispensables pour nous fournir les services, comme on dit parfois, qui nous permettent d'avoir un air sain, une eau pure, un air respirable et des environnements qui nous apportent tout un tas de bienfaits. Voilà. Et bien on ravage tout ça pour une consommation qui n'est plus indispensable. C'est complètement fou. C'est un levier majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'arrêter de manger de la chair. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose que les scientifiques s'accordent à dire, qu'aujourd'hui, le principal vecteur d'émissions de gaz à effet de serre sur cette planète, c'est l'élevage. Voilà, dans sa globalité. Donc ça, c'est une certitude. Et ça l'est d'autant plus que, comme je l'ai répété précédemment, on détruit des puits de carbone précieux pour
cette alimentation carnée, et ces puits de carbone sont notre dernier recours si on veut éviter un réchauffement qui rendrait cette planète inhabitable. Donc on a vraiment tout intérêt à changer nos pratiques. Il y a un certain nombre de scénarios justement qui sont faits autour de ces puits de carbone. Est-ce que tu peux nous en rapidement, enfin l'idée c'est pas de rentrer dans la technique, hein, mais qu'on comprenne bien en fait ce débat sur cette réserve de carbone sur les terres agricoles. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que les forêts stockent un tiers des émissions de carbone anthropique, c'est-à-dire émises par les humains, et qu'il est absolument indispensable de préserver certaines forêts qui ont, par leur maturité, par leur localisation, cette capacité justement à séquestrer le carbone en trop, lequel provoque le réchauffement. Donc, il est impérieux non seulement de planter des nouveaux arbres, mais surtout de maintenir les forêts qui ont déjà stocké un certain nombre de particules de carbone et de faire en sorte qu'elles soient maintenues dans leur état le plus complet possible. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a aussi tout le phytoplancton dans les océans qui est aussi, lui, lié, alors qu'on l'ignore, à la bonne santé des grands cétacés, notamment, qui fertilisent ce phytoplancton, qui lui permettent de se développer. Le gel stocke 50%, je dirais, du carbone anthropique, celui que nous émettons une fois de plus, et qui permet aussi de générer de l'oxygène qui nous permet de vivre. Voilà, donc tout est lié en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est nous-mêmes une partie de cette grande trame du vivant, et qu'à force de lui porter du tort, de la détricoter, eh bien finalement on se tire une balle dans le pied. Nous sommes tous interdépendants, végétaux, animaux, non humains et humains, et il serait temps d'en prendre conscience. Que disent les chiffres? Est-ce que ça va? On a beaucoup parlé des flexitariens, de plus en plus de gens sont végétariens, véganes, etc. Est-ce que ça va dans ce sens-là ou malheureusement pas? Je ferai une réponse nuancée. Oui, incontestablement, il y a une prise de conscience et c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'un peu partout sur la planète, avec des différences selon les pays, avec des niveaux de maturité qui sont un peu différents dans certaines parties du globe, mais globalement, il y a une prise de conscience que cette façon d'agir et de consommer est totalement dangereuse maintenant et qu'il faut changer. Et chez les jeunes notamment, la question liée à la sensibilité des animaux, à la souffrance qu'on leur inflige, est quelque chose qui les touche, je crois, de plus en plus. Ils ne veulent plus cautionner ce système et, en tout cas, dans mon entourage, je vois énormément de jeunes adolescents, d'ailleurs, qui ont déjà fait des choix assez radicaux sur ces sujets-là, en refusant de cautionner ces systèmes qui profitent d'ailleurs toujours aux mêmes, à l'agro-industrie, dans la plupart du temps. Donc, je crois que là, il y a une bonne nouvelle. Et en même temps, on a une inertie culturelle qui est phénoménale. Changer des habitudes, des traditions qui sont ancrées depuis des centaines d'années, voire des millénaires dans nos cultures, dans la gastronomie, dans notre façon d'être aux autres, de faire la fête, d'être convivial, ça change pas du jour au lendemain et il va falloir accélérer les choses avec des résistances qui, en face de nous, sont prodigieuses. On a tendance à mettre souvent en exergue des statistiques, notamment pour dire que la consommation de viande tend à fléchir, mais il faut les nuancer parce que c'est souvent de la viande rouge dont on parle. Donc effectivement, aussi parce qu'il y a une pression sur ces sujets-là, on pense tout de suite à une vache ou à un bon steak quand on décide d'arrêter, ou en tout cas de changer. Mais en fait, si la consommation de viande rouge baisse, en revanche, ça correspond souvent à un report sur du poulet ou du poisson. Et là, en termes de vie animale, c'est encore plus dramatique parce que pour le même volume, ça représente davantage de vies animales qui sont sacrifiées. Donc voilà, il faut nuancer ça. Je pense qu'il y a une tendance générale dans les consciences qui est à faire des choix plus respectueux des autres vies sur cette planète, qui se matérialisent par des changements d'habitudes alimentaires, notamment, mais pas que. Mais à côté de ça, il y a aussi des intérêts très puissants qui vont sans cesse pousser à ce que tout ça puisse perdurer le plus longtemps possible parce qu'ils en tirent un bénéfice pécunier. Voilà, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, effectivement. On parlait hors antenne de cette invisibilité, justement, d'où vient finalement notre nourriture carnée. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne dit pas forcément qu'un steak, un petit enfant de 3 ans, si on lui a pas dit que c'était un animal, il peut ne pas le savoir, par exemple. Et qu'on vit avec ça et qu'un jour, on réalise que finalement, on mange un animal.
Oui, c'est aussi l'image un peu d'Épinal du filet aux fiches de McDo ou on va dire du carré pané. Comment imaginer que pour les enfants, ça soit issu d'un poisson dont ils ont pu lire les aventures dans un livre qu'on leur a gentiment lu juste avant. Donc d'ailleurs, c'est une dissonance cognitive infernale. On voit souvent dans nos livres d'enfants des animaux très sympas, joueurs, qui sont nos copains. Et puis, juste après, il faut finir son assiette, quoi. Donc, c'est une dissonance cognitive qui est extrêmement violente. Et je suppose qu'elle doit provoquer des choses pas très chouettes dans le cerveau. Oui, une sorte de violence originelle. Oui, c'est ça, on pense au loup qui ne doit surtout pas manger les 3 petits cochons. Et puis là, on doit les finir dans l'assiette, les 3 petits cochons. C'est un peu ça, voilà. Il y a tant d'exemples qu'on pourrait égrener sur ce sujet-là. Et pour moi, qui sont très explicatifs de cette dissonance dans laquelle on est, et que l'industrie vise à invisibiliser au maximum. Paul McCartney disait, je crois, si les abattoirs avaient des murs en verre, nous serions tous végétariens. Bon, voilà, c'est exactement ça. Depuis tant d'années, on nous cache le côté sombre de la production animale, puisqu'il faut parler un peu comme ça. Aujourd'hui, on produit des animaux pour les manger. Et si on prend conscience récemment de cette question, c'est parce que des activistes courageux sont allés dans les abattoirs là où ils n'avaient pas le droit d'aller pour nous montrer ces images-là. Et effectivement, ça horrifie tout le monde. Et il y a encore une tentative d'euphémisation de ces problèmes par la FNSEA, par d'autres lobbies qui ont intérêt à ce que les gens ne soient pas conscients de tout ça. Mais c'est en train de craquer de partout. Et heureusement, parce que c'est tout simplement une industrie de la mort qui choquerait n'importe qui s'il y était confronté directement. On ne tue pas nous-mêmes nos animaux, et si on devait le faire, il y a fort à parier que on ne le ferait plus, et donc qu'on se satisferait d'autres sources de protéines et d'acides aminés qui nous sont essentiels. Oui, c'est-à-dire que si on a le choix entre être enfermé dans une pièce avec un animal et le tuer pour absolument manger, et qu'on peut subvenir à ses besoins. Je ne parle pas du cas de la survie, où là, probablement, il y a autre chose qui se passe. On est d'accord ? On est d'accord. Ouais. Personne ne le ferait. Personne ne le ferait. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que ces protéines nous sont indispensables, ce qui est absolument pas le cas. Elles le sont pour une partie d'humains qui n'ont pas le choix parce qu'ils vivent dans des lieux très arides ou au contraire ils dépendent uniquement de chair animale qu'ils vont pêcher, mais ça ne concerne que 2% des prises de poissons dans le monde. Ces cas-là. Donc 98% des cas, c'est du pur commercial dont on pourrait se passer. Et ça ravage les océans, et la perspective qu'il soit totalement vidé à l'échéance de quelques décennies, c'est-à-dire qu'on le verra probablement, c'est quelque chose d'effrayant parce que c'est toute la machine climatique, toute la machine qui nous produit de l'oxygène qui va s'enrayer et qui va nous mettre en danger de mort. J'ai une amie qui est chercheuse et qui est une grande spécialiste de l'eau et notamment des fonds marins, et qui disait que si on voulait échapper à ça, il aurait fallu réensemencer la mer à partir des années 70. Très certainement, je sais pas à quoi elle fait référence, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pêche responsable ou de pêche durable. On a tellement attenté aux chaînes trophiques qu'aujourd'hui, on met un certain nombre de prédateurs en grand danger. Ça provoque d'ailleurs des tensions sur certains littoraux. Quand on pense aux requins qui vont attaquer des surfeurs, il faut peut-être pas aussi s'en étonner. Ils n'ont plus rien à manger dans leur biotope d'origine, dans leur habitat habituel. Et du coup, ils sont désespérés et vont aller là où ils vont pouvoir trouver de quoi se nourrir. Et bien voilà, on est en train de tout déstabilisé, à la fois sur Terre, puisque les animaux sauvages ne sont plus que la portion congrue des vertébrés terrestres, tout comme le sont maintenant les poissons, dont on a déjà décimé les populations à très grande échelle. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est quasiment au bord du gouffre, et que si on veut pas y tomber, il va falloir qu'on change radicalement. Tu parlais de la santé, je pense que c'est un point important de revenir dessus, parce que beaucoup de gens ont peur en fait d'être en carence, on est dans cet inconscient collectif, et puis probablement notre cerveau reptilien, tu le disais, a engrammé peut-être des peurs ancestrales, même si on s'aperçoit que avant Homo sapiens, il était plus cueilleur que chasseur, je crois, il me semble. Oui, c'est ce qu'on lit parfois, effectivement, les baies, les racines, les tubercules, satisfaisaient l'essentiel de la nourriture des premiers sapiens, d'après ce que j'ai lu également. Ouais, c'était François Couplan aussi qui redisait ça.
Mais sur les carences potentielles et en tout cas l'alimentation, notamment chez les enfants, les adolescents, tu parlais des ados tout à l'heure, qui sont de plus en plus conscients et qui n'ont pas envie d'avoir une alimentation carnée. Alors les fameuses carences, c'est l'argument dont usent et abusent effectivement ceux qui ne souhaitent pas que nos modes alimentaires changent, et notamment l'industrie, alliée à un certain nombre de médecins, nutritionnistes ou autres qui trouvent intérêt à soit ne pas s'intéresser à ces questions, soit ou en tout cas à diffuser un message faux. Aujourd'hui, il est quand même très avéré dans la communauté scientifique, aussi chez de très nombreux nutritionnistes ou médecins, qui est une alimentation strictement végétale, bien équilibrée, parce qu'il là aussi il faut bien l'équilibrer, est tout à fait envisageable à tous les stades de la vie, pour peu qu'on fasse attention, comme il faut d'ailleurs faire attention à son équilibre alimentaire lorsqu'on mange des protéines animales. Il faut pas en abuser, on sait très bien aussi que ça peut provoquer des cancers, des obésités, des maladies cardiovasculaires ou que sais-je encore. Donc, en tout cas, le consensus scientifique, s'il n'est pas définitivement établi, il est quand même bien avancé dans de très nombreux pays. Et en France, on a encore, je dirais, cette espèce d'attachement à une gastronomie qui est très très empreinte d'animaux et qui du coup a du mal à bouger sur ces questions-là et qui véhicule encore des croyances qui voudraient que nous ne serions pas forts si nous ne mangeons pas de viande, nous serions en carence de calcium si nous ne buvions pas de lait et ce genre de choses. Or, partout ailleurs dans le monde, on voit que, et en France aussi, des centaines de millions de végétaliens vivent très bien, sans avoir des anémies, sans avoir des carences particulières. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut surtout se supplémenter en B12, ça, cette fameuse vitamine qu'on peut pas avoir autrement, mais qu'on trouve très simplement dans des cachets qu'on prend sans aucune contrainte, de la même façon qu'on prend de l'iode quand on mange du sel marin. Voilà, d'une certaine façon, c'est aussi simple que ça. C'est un complément qui est indispensable à ceux qui optent pour ces régimes, mais qui leur permet de vivre, comme moi depuis 5 ans, sans aucune carence, tout en faisant du rugby, nageant régulièrement, faisant du trek quasiment tous les week-ends, et je me sens ni faible dans cette pratique, ni particulièrement désavantagé par rapport à d'autres qui ont un autre régime alimentaire. Et j'invite ceux que ce sujet intéresse de la performance, d'ailleurs, liée au végétal, à regarder un super documentaire à l'américaine qui s'appelle The Game Changers sur Netflix et qui montre que même les sportifs qui visent de très hautes performances certains de ces sportifs-là sont végétaliens et véganes, justement. C'est-à-dire qu'ils atteignent des performances exceptionnelles sans manger de chair à l'animal. Et je terminerai en disant que les animaux les plus forts sur cette planète, le gorille, l'éléphant, le rhinocéros, ils mangent pas de viande. C'est un bon point. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de livres aussi qui sont sortis sur ces sujets-là, qui montraient comment on pouvait être un athlète de haut niveau ou atteindre des performances tout en étant végétarien ou végétalien. Les pouvoirs publics, j'imagine, ont un rôle important à ce sujet. Crucial, d'une part pour porter à la connaissance du public les connaissances scientifiques les plus avérées aujourd'hui, donc c'est aussi leur responsabilité, et puis aussi pour accompagner les mutations et les transitions qui sont absolument indispensables, notamment lorsqu'on parle de secteurs économiques qui pèsent lourd dans le budget de certaines familles, parce qu'ils sont éleveurs, parce que c'est ce qui leur apporte leur revenu, parce qu'ils sont pêcheurs, qu'ils font ça depuis des générations. Si tant est qu'il faille arrêter, ou en tout cas ralentir fortement, il faut aussi penser à ces humains-là et faire en sorte qu'ils trouvent des nouveaux débouchés, qu'on les accompagne dans des nouveaux modèles économiques qui soient moins liés à l'exploitation ou à la surexploitation animale. Donc bien entendu, les pouvoirs publics ont un rôle éminent. Or, on constate que souvent, ils font perdurer le monde d'avant, comme on dit, et que c'est assez dramatique parce que toutes ces alertes qu'on peut leur lancer, qui sont les plus scientifiquement prouvées, qui sont argumentées, qui sont portées par des gens extraordinairement crédibles et sérieux, ne semble ne pas avoir de prise comparativement au discours consumériste, en tout cas d'intérêts économiques puissants qui tendent à continuer à vouloir exploiter tant et plus jusqu'à la fin, si j'ose dire, des animaux sensibles qui pourraient avoir une autre destinée.
Alors par contre, il y a un autre sujet qui a bien progressé, qui sont notre compréhension des facultés des animaux, qui a changé ces 40 dernières années. Et tu parles dans ton livre des progrès de l'éthologie cognitive, qui étudie vraiment ces processus mentaux, pensées et émotions des animaux, sur cette sensibilité animale qui n'est vraiment pas reconnue, enfin très peu encore. Oui, et pourtant qui est aujourd'hui, une fois de plus, totalement confirmé par les scientifiques. On pense à la déclaration de Cambridge, je crois c'était en 2012, si ma mémoire est bonne, ou un peu avant, excusez-moi, j'ai un petit doute sur la date, où des éminents scientifiques, et notamment on pense à Stephen Hawking, qui dans le sérieux n'est pas à remettre en question, qui ont effectivement reconnu cette conscience animale, qui ont validé le fait que tous ces animaux éprouvaient des émotions, avaient leur propre intelligence, se préoccupaient de leur progéniture, développaient des stratégies qui leur étaient propres pour subvenir à leurs besoins, pour se situer dans un écosystème par rapport à d'autres animaux. Bref, aujourd'hui, ce n'est plus à prouver, on le sait, les poules savent compter, les cochons sont extraordinairement intelligents, les vaches communiquent entre elles, elles sont attentives à leur veau, alors qu'on leur arrache à 24 heures pour en faire des côtelettes, et puis surtout parce qu'on a voulu les rendre gestantes pour qu'elles produisent du lait, enfin et ça suscite des situations qu'on analyse en éthologie animale justement de détresse absolue chez ces animaux qui eux aussi tiennent à leur progéniture. Bon là, les exemples seraient innombrables, y compris dans des domaines où on les pense peu avérés, comme celui des poissons. Aujourd'hui, des scientifiques ont prouvé que les poissons aussi développaient des stratégies tout à fait malines et intelligentes. Les poulpes avaient des capacités cognitives exceptionnelles. Il y a aussi un documentaire une fois de plus, sur Netflix là que j'ai vu avant-hier, My Octopus Teacher, où on voit qu'on peut établir des liens interspécifiques entre les humains et les poulpes, et qu'on crée une sorte d'amitié. C'est peut-être un peu anthropomorphisé tout ça, mais d'une autre façon, ça montre qu'on peut agir tout à fait différemment par rapport à ces êtres qui, là, c'est une certitude, n'ont pas envie de mourir. Et puis on le fait bien avec nos animaux domestiques d'ailleurs. On le fait bien avec nos animaux évidemment. domestiques. Alors on a établi avec les animaux domestiques une longue tradition de coopération, d'échange. Il s'agit pas de l'arrêter du jour au lendemain, bien au contraire. Et pourquoi ne pas l'encourager avec d'autres animaux qui en ont éventuellement envie, ce qui n'est pas le cas de tous. Je pense que beaucoup d'animaux sauvages ont surtout envie d'être loin de nous. Qu'on leur fiche la paix, comme disait Théodore Monod. Et qu'on leur Monod. fiche la paix. Oui. Donc je reviens là-dessus sur le bouquin absolument référence de Will Kimlicka et Sue Donaldson, qui établit des distinctions selon les catégories d'animaux, selon leurs espèces, en matière d'interrelation avec les humains, sous l'angle du droit des animaux. Et là, on pourrait effectivement imaginer une société débarrassée de l'exploitation animale, mais qui pour autant cohabiterait avec les animaux de façon harmonieuse. Et ça, moi, c'est mon utopie, et celle à laquelle j'ai envie de contribuer, en tout cas. Ouais, super. Donc, ça veut dire que les animaux devraient être reconnus comme des membres à part entière de la communauté morale. Qu'est-ce que ça signifie juridiquement ? Une révolution. Ça signifie une révolution, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faudrait leur accorder des droits au vu de leur exceptionnelle capacité cognitive. Et une fois de plus, en sortant de l'anthropocentrisme, nous sentir, nous, humains, dans la communauté des êtres vivants de cette planète, ni au-dessus ni en dessous, à égale considération d'intérêt. Et donc le droit devrait s'adapter à ça et trouver des solutions qui permettent aux autres êtres vivants de cette planète d'exercer pleinement ces droits-là, et pour garantir leur souveraineté, leur possibilité de vivre et de s'épanouir, voilà, en fonction de leurs intérêts spécifiques. Il ne s'agit pas de donner un permis de conduire à une poule, évidemment, ou le droit de vote à un requin, ça serait totalement stupide. En revanche, ils ont leurs besoins essentiels et vitaux qu'il faudrait dorénavant pouvoir considérer comme les nôtres, chacun avec sa spécificité, et ça c'est un champ du droit qui est déjà un peu travaillé par certains et qui intéresse énormément, et qui, je crois, est en plein chambardement, et qui suscite, je crois, en tout cas chez moi, de l'espoir par rapport aux possibilités de faire bouger un certain nombre de lignes. Tu dis que nous contribuons à une lâcheté générale qui confine à la barbarie. Manger viande, poisson et fromage est un choix éthiquement indéfendable. Et par rapport à ça, ce que j'aime bien, c'est que tu déconstruis certaines idées reçues dans ce livre, alors chez les flexitariens notamment, mais aussi tu parles du bon petit paysan bio local qui aime ses animaux et qui finalement, à un moment donné, va les tuer.
Oui, bah là aussi, on est face à des contradictions ou des choses qui sont difficilement compréhensibles. Comment emmener à l'abattoir un animal qui ne demande qu'à vivre en prétendant vouloir son bien-être et l'aimer. Là aussi, une espèce de dissonance et une schizophrénie assez forte chez beaucoup, que je peux comprendre, évidemment. Et j'ai des amis éleveurs, par ailleurs, en Creuse, dont je suis originaire, qui essayent de faire de leur mieux. Mais pour autant, eux aussi sont soumis à des cadences, eux aussi sont soumis à des exigences de productivité, eux aussi réalisent que les choses sont relativement incohérentes dès lors qu'on parle de bien-être dans la façon qu'ils ont de gérer leurs animaux. Voilà, et je crois que ces impasses-là, elles nous pètent un peu à la figure actuellement et qu'il va falloir qu'on les pose clairement sur la table et qu'on arrête les oxymores qui ne veulent rien dire et qu'on prenne vraiment à bras le corps un problème qui est majeur dans notre relation au monde, puisque c'est une façon de l'incarner, cette relation aux animaux, ou de le vivre. Et voilà, alors effectivement, culturellement, c'est des choses auxquelles adhèrent une minorité de gens aujourd'hui qui prennent conscience de ces questions, et une immense majorité sont encore dans des représentations qu'on leur inculque à force de pubs ou de discours qui nient tout simplement ces choses-là et qui sont très dangereux. Il y a des gens comme Jocelyne Porcher, pour ne pas la nommer, que je trouve diabolique dans son discours, parce qu'elle prétend justement se soucier des animaux, mais elle trouve toutes les bonnes raisons de continuer à les soumettre aux desiderata des humains, quand bien même ce serait dans des élevages extensifs et paysans. Elle nie totalement leur droit à exister tout simplement sans être asservie à nos propres volontés. Donc elle a un discours très habile qui impacte beaucoup, qui touche énormément de monde et qui contribue à faire perdurer un système qui, à mes yeux, est totalement unique. Voilà. Et ces discours-là, il y en a beaucoup qui sont souvent moins subtils et moins habiles que le sien, mais qui sont tout aussi dangereux et qui tendent à faire en sorte que rien ne bouge et que rien ne change malgré les connaissances scientifiques aujourd'hui qui sont implacables et qui devraient, si on était tout simplement raisonnable, sensible, responsable, nous enjoindre à changer totalement la façon dont nous mangeons, d'une part, mais tout simplement dont nous exerçons notre vie au regard des animaux, que ce soit la chasse, que ce soit la pêche, que ce soit le divertissement aussi, j'en parle dans mon bouquin, je parle pas que de l'alimentaire, loin de là, mais toutes les formes de cruauté qu'on exerce dans les zoos ou ailleurs, c'est des choses qu'on devrait plus tolérer, qu'on devrait plus cautionner à mes yeux. Ça bouge à ce niveau-là, on a l'impression que petit à petit, il y a des parcs animaliers ou des zoos, des parcs d'attractions, quand on pense au divertissement, qui annoncent, certains sont plus courageux et disent ça y est, on va arrêter des cirques. Oui, je suis assez proche d'André-Joseph Bouglione, qui a été l'un des premiers à dire stop aux animaux sauvages dans les cirques pour plein de raisons. Alors ça bouge puisqu'aujourd'hui, évidemment, la ministre a annoncé des choses sur les cirques, mais sur les cirques itinérants seulement. Donc il y en a encore un paquet qui passe au travers des mailles du filet. Et puis sur les zoos, il est incontestable que certains ont fait un peu des efforts, mais quelque part, de quel droit tenons-nous en captivité des animaux qui pourraient être libres ailleurs ? Pour notre plaisir, tout simplement, des innocents qu'on tient en captivité, qui sont le plus souvent moribonds dans des espaces exigus, qui souffrent tous de pathologies et d'une forme de folie, qui sont shootés aux antidépresseurs parce que sinon ils tiendraient pas le coup. Et c'est ça qu'on dit être, on va dire, acceptable à nos enfants en allant les amener dans ces attractions-là, en soumettant des perroquets à des divertissements stupides, des otaries à des souffrances pour faire un semblant de divertissement. Enfin, voilà, on est encore dans cette logique où on essaye de légitimer des choses qui sont tout à fait injustifiables à mes yeux, et bien entendu, tout un pan d'acteurs économiques ont intérêt à ce que ça soit le cas. Mais nous, qui sommes des citoyens de plus en plus éclairés, on devrait plus tolérer ça parce que c'est des souffrances incommensurables pour les animaux. T'as pas cité dans mon parcours la cofondation d'une coalition qui s'appelle Rewild et qui vise justement à démonter le discours des zoos et à réhabiliter un certain nombre d'animaux saisis notamment dans les trafics et qui alimentent souvent ces zoos pour les remettre dans leur habitat naturel tant qu'ils ne sont pas encore imprégnés trop fortement par l'humain. C'est possible, il suffit d'y mettre les moyens. Voilà, on essaie d'en faire la preuve, mais avec une violence en face qui est incroyable dans la capacité du système à essayer de s'auto-légitimer et en tout cas à nuire à toute alternative à son modèle. Donc voilà, on est dans une lutte, on est dans un combat, c'est pour ça que mon discours il est souvent assez radical, parce que je crois que les demi-mesures, elles ne répondent pas à la question fondamentale qui est, mais de quel droit exerçons-nous une telle cruauté à l'égard d'êtres sensibles ? Tu te souviens plus jeune, il y a une vingtaine d'années, d'avoir cette souffrance que l'on ressent vraiment quand tu parles des animaux en captivité, et je la ressens aussi, évidemment.
quand tu parles de ce divertissement, etc.? Eh bien, très curieusement, non. Pendant le même très longtemps, j'ai même moi-même, alors que je suis absolument convaincu par ce que je viens d'exposer et par l'inanité de la captivité animale, j'ai moi-même défendu cette forme de captivité parce que je pensais que c'était la seule façon de sensibiliser des petits urbains qui n'ont pas la chance d'aller en milieu sauvage à la beauté des animaux. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que ce qu'on inculquait à ces enfants, c'était aussi le droit, tout simplement, à en faire ce qu'on voulait pour notre besoin ou pour notre divertissement, et ça, pour moi, ça devient intolérable. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est avant j'aimais les animaux, j'allais au zoo, maintenant j'aime les animaux, je vais plus au zoo. Enfin voilà, c'est en gros, on prend conscience que ça n'a plus aucun sens et que ça n'a plus aucune justification possible, et que les animaux prétendument ambassadeurs qui seraient encagés pour le plaisir de leur, enfin pour les nécessités de sensibilisation et de conservation animale, c'est un discours qui tient pas du tout la route lorsqu'on le met à l'épreuve des faits, puisqu'en fait les zoos dépensent des millions d'euros dans des cages et éventuellement quelques milliers pour quelques opérations fortement médiatisées de réintroduction. Donc il y a un gap phénoménal, et finalement c'est un gros business ces zoos-là, et ils n'entendent pas changer quoi que ce soit. Oui. Quand on pense aux animaux, souvent on oublie les insectes, qui voilà, puisque déjà on les mange quand même moins dans notre culture, même si c'est en train d'arriver. Et on a l'impression que c'est plus facile effectivement de tuer un moustique comme ça, vite fait, bien fait, qui nous dérange, hein, comme le dit le Dalai Lama. Si vous voulez grandir en sagesse, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez ce que ça vous fait. Et qu'une vache, effectivement, ou un animal plus proche de nous. Oui, ça c'est aussi une façon dont fonctionne notre cerveau, hein. Plus on se sent proche d'un animal, plus on a tendance à vouloir le respecter ou le protéger, hein. Et pour autant, on le voit bien avec nos cousins, nous sommes des hominidés, nous sommes des grands singes, nous les humains, et pour autant, les gorilles se meurent, les bonobos sont quelques milliers, et on va vers l'extension des grands singes. Donc ça dit aussi beaucoup de notre incapacité finalement à protéger sincèrement et réellement nos proches cousins animaux. Et effectivement, dès lors que c'est encore plus loin de nous, les invertébrés, comme tu le cites, les insectes, on a tendance à les négliger totalement, et encore plus que tous les autres vertébrés ou animaux un peu totémiques qui sont dans notre imaginaire. Bon, après, il y a débat aussi sur la question de la sentience, hein. Je vais pas ouvrir ce débat-là, mais certains véganes, certains animalistes, certains antispécistes, comme on les appelle parfois, considèrent que ne sont dignes de considération finalement que ceux qui éprouvent de la sentience, de la sensibilité, des émotions, hein, ce fameux terme que je décline à chaque fois, et que la sentience des insectes n'est pas aujourd'hui avérée en l'état des connaissances scientifiques, et que du coup, ce rapport de considération ou de juste considération de leurs besoins et peut-être à nuancer. Bon, globalement, moi, mon sentiment, c'est que, alors je suis un antispéciste écolo, moi, hein, c'est-à-dire que je considère aussi que tu milites pour la biodiversité, évidemment. Tous ces êtres vivants contribuent au-delà de leur valeur intrinsèque à fonctionnement de notre biosphère, à ces échanges et à cette interdépendance qui permet au grand cycle de la vie de se déployer et de nous être profitables à chacun de ces éléments. Et du coup, je pense que les insectes, eux aussi, font leur part de contribution à cette grande machine géophysique, géobiophysique, si j'ose dire, qui la rend merveilleuse et formidable. Du coup, les exploiter, les mettre dans des élevages qui sont d'ailleurs très énergivores, et qui sont aussi fortement disséminateurs de pathologies, constituent aussi un risque. Voilà, il faut le prendre en considération. Il faut le savoir. Pourquoi les soumettre? Et puis, on fantasme aussi beaucoup sur les protéines que nous apporteraient ces insectes et qui seraient soi-disant plus écolos parce que moins dispendieuses de terre et autres. Bon, certes, mais pour l'instant, c'est aussi principalement pour nourrir le bétail. Oui. Et très occasionnellement pour du récréatif, voire des traditions culinaires assez exotiques, mais qui ne sauraient se déployer à grande échelle. Donc, une fois de plus, on essaye de légitimer des élevages d'insectes très problématiques, au sens où leur finalité, c'est d'alimenter l'aquaculture ou l'élevage intensif pour provoquer finalement les mêmes ravages que ceux qu'on a ailleurs, quoi. Donc, voilà, faut aussi penser à ça. Merci pour
Cette grosse parenthèse indispensable sur les insectes et les invertébrés. Alors, est-ce que tu penses qu'il faudrait criminaliser beaucoup plus les comportements irresponsables, qu'aujourd'hui on le fait pas assez finalement, et les dénoncer aussi par des discours moraux quelque part Absolument, c'est mon point de vue depuis tout le temps et c'est surtout des choses que me reprochent beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir un discours qui parfois tend à être moralisateur, culpabilisateur, mais je crois qu'on a toute la raison de se sentir coupable, vu ce qu'on a, on va dire, provoqué, jusqu'à nous menacer nous-mêmes. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat de société très profond, hein. On parle souvent d'écologie punitive, mais ce qui sera d'autant plus punitif, c'est que si on ne fait rien, voilà, l'écologie, la nature, eux sauront se rappeler à nous et nous infliger de façon décuplée les torts qu'on a provoqués à cette planète et à ces innombrables espèces vivantes, tout simplement parce qu'on ne pourra plus vivre sans elles. Donc, je crois qu'il est temps de prendre conscience qu'il faut surtout se poser des limites, et des limites très fortes, si on veut pouvoir, à 7 ou 8 milliards d'humains, continuer à vivre décemment, en partageant d'ailleurs équitablement les ressources restantes, qui sont fortement entamées par nos modes de vie. Il y a aussi une question, bien entendu, fortement et très importante sur les inégalités entre humains, hein, qui se posent, et sur les modes de vie qui, pour certains, ravagent infiniment plus que d'autres. Donc, oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir criminaliser, il va falloir être dur, il va falloir poser des limites, il va falloir contrôler, il va falloir sanctionner. Je sais que c'est des mots qu'on n'aime pas employer aujourd'hui dans la société et que beaucoup de gens, on va dire, n'acceptent pas et dénoncent. Mais pour illustrer ce propos, j'ai toujours beaucoup de mal avec des gens qui disent bon, vous les véganes, vous les végétariens, on respecte votre choix, mais respectez le nôtre. Chacun fait ce qu'il veut. Non, moi je pense que chacun ne fait pas ce qu'il veut, ou en tout cas ne fait plus ce qu'il veut, parce que ces modes de vie-là ont un impact collectif. Voilà, hein, il ne s'agit pas simplement de notre corps et de ce qu'on a envie de lui infliger ou pas. C'est une responsabilité collective qu'on a sur des modes de production, sur des impacts écologiques, sur un rapport au monde qui est délétère pour tout le monde. Et oui, je me sens aussi concerné par ce que fait mon voisin s'il continue à faire des énormes barbecue. Oui, je me sens concerné par le petit pêcheur du coin qui prétend faire des choses respectables, mais qui fait sa part du carnage. Donc, je pense que collectivement, politiquement, c'est une lutte, c'est un combat, c'est des propositions qu'il faut formuler parce qu'elles concernent toute l'espèce humaine et au-delà de l'espèce humaine, des espèces vivantes qui subissent notre diktat depuis des millénaires et qui ont aussi le droit et autant le droit de vivre que nous. On arrive à la fin de ce podcast, Jean-Marc. Quelqu'un qui, à l'écoute de ce podcast, aura envie vraiment de passer à l'acte et de dire « ça y est, je voudrais y aller ». Comment résoudre cette dissonance cognitive et ce bug du cerveau humain, comme le dit aussi bien Sébastien Boller sur d'autres sujets, mais... Oui, c'est un débat. Effectivement, notre cerveau ne nous aide pas toujours, hein, pour plein de raisons qui ont été bien décrites dans l'ouvrage que tu citais. Mais ça ne doit pas être constitué une excuse facile. Évidemment que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, pour des raisons intrinsèques au fonctionnement de nos cerveaux, mais aussi parce que socialement, on est dans une culture qui est autre et qui a forgé des imaginaires dans lesquels on baigne depuis des millénaires ou des décennies pour nous qui sommes, en tout cas pour moi qui suis cinquantenaire. Donc effectivement, il faut déconstruire ces imaginaires, il faut décoloniser nos cerveaux, il faut résister contre nos pulsions. C'est ce qui nous rendra dignes d'être humains sur cette planète et digne de ne plus prodiguer autant de souffrances à ceux qui ne les méritent pas et qui en pâtissent depuis tant de temps. Ça nous rendra justement pleinement humains, ça nous permettra d'être fondamentalement alignés sur ce que nous aurions pu être, et c'est un combat très important tout simplement pour la justice qui ne doit pas se limiter aux frontières de notre espèce. Jean-Marc Gancy, merci infiniment pour tous ces éclairages et le combat que tu mènes. Je rappelle que ton livre, Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme, est disponible aux éditions Rue de l'Échiquier, évidemment dans toutes les bonnes librairies. On peut te retrouver aussi sur ton profil Facebook pour suivre tous tes débats. Jean-Marc Gancy, merci. Merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir écoutés.
Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.